Que les hommes se contentent du moyen. Je n'ai aucun espoir en l'éducation nationale, ça ne s'améliorera jamais. Le gros problème, c'est qu'on a envie d'être aimé sans contrepartie. Un non-philo-cognitif qui a des capacités dans d'autres domaines supérieurs aux miennes, je ne me sentirais pas supérieur. Ce qui, selon moi, est à défendre, pas tant la supériorité ou la lutte des classes, rien à foutre. Le bonheur est un concept, ça n'existe pas. On voit le crétinisme avancer plus vite qu'un tsunami. Aujourd'hui pour parler de philocognition et dans un contexte vraiment particulier parce que j'ai invité mon mari à venir discuter avec moi de ce sujet qui le touche directement, qui me touche directement et qui touche nos enfants directement. Donc je me suis dit que ce serait pas mal qu'on ait cette conversation sur comment nous on vit notre philocognition et celle de nos enfants au quotidien. Bonjour Julien. Alors toi et moi, on s'est connus il y a une trentaine d'années, on avait à peu près 15 ans. Et donc évidemment, on a philocognitif tous les deux et on a vécu chacun un petit peu différemment, mais pas tant que ça, notre philocognition. Toi, comment tu t'es rendu compte, tu ne savais pas que c'était de la philocognition à ce moment-là, mais comment tu t'es rendu compte que tu avais peut-être un esprit à part et comment, qu'est-ce que tu en as fait, en quoi ça t'a fait souffrir et en quoi ça a pu t'emplir de joie parfois? Tu as raison, c'est difficile à expliquer, je m'en suis rendu compte sans m'en rendre compte, j'ai compris, je pense, dès l'école, je crois. J'ai encore une image très claire d'une classe où je devais être, je sais pas, en CM1, où un professeur m'avait grondé parce que je regardais par la fenêtre et je comprenais pas pourquoi c'était interdit de regarder par la fenêtre. Donc, j'ai compris à l'école que je fonctionnais pas comme tous mes camarades, mais je ne savais pas que c'était du tout de la philocognition. Et qu'est-ce que tu voyais de différent alors d'avec les autres? Tu rêvassais davantage et quoi d'autre? J'étais plus solitaire que la moyenne, je rêvassais davantage des remarques de camarades, de professeurs, d'hommes non pas me déstabilisait, mais pouvait me heurter, alors que pour d'autres, c'était tout à fait normal. Est-ce que tu avais des centres d'intérêt qui étaient différents des autres? Des plaisirs de lecteur, oui, d'évasion, alors que oui, je préférais lire un livre qu'aller jouer au foot dans la cour, c'est sûr. Même si j'ai beaucoup joué au football, après, pour répondre à ce que tu évoquais, je serais bien incapable de dire encore aujourd'hui si ça m'a plus fait souffrir que réjoui. J'en sais pas grand-chose, mais... Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ta pensée te fait beaucoup, beaucoup souffrir. Oui, mais elle me réjouit par ailleurs de... C'est peut-être complètement stupide, mais j'ai le réjouissement de me considérer anormal, là. Ouais. Dans le sens qui n'est pas dans la norme. Oui, je crois que c'est vrai qu'on l'oublie souvent, le fait que c'est quand même un plaisir en fait de se sentir différent. Enfin, pour tout le monde, c'est un plaisir. En général, quelle que soit la différence, on a toujours envie de se sentir différent. Et donc pour un philocognitif, c'est avec sa pensée, on est différent parce qu'on raisonne différemment des autres et qu'on sent que cette pensée-là, on peut la pousser peut-être plus loin que les autres. Et ça, on sent ce super pouvoir. Il y a, je pense, cette joie de penser différemment, ce plaisir à penser différemment. Mais en même temps, pour toi aussi, je le vois au quotidien, c'est vraiment dur, quoi. C'est très au-delà du dur, c'est insupportable.
C'est inexplicable, c'est insupportable parce que, je sais pas, ça c'est toi qui sauras nous expliquer la constitution de la phylocognition. Après, je suis, me semble-t-il, très très sensible, donc les choses me touchent, me blessent, me crèvent le cœur. Je sais pas si cette sensibilité est liée à la phylocognition, mais réponds-moi parce que vraiment ma question, j'ai pas du tout la réponse. Alors c'est peut-être hors ma vie. J'allais dire que ma vie était horrible, c'est pas du tout le cas, mais la situation est souvent dure parce que je suis très sensible. Est-ce que c'est dur parce que je suis sensible ou est-ce que c'est dur parce que je suis phylocognitif ou est-ce que les deux sont liés? Je ne sais pas ça, tu peux nous l'expliquer? Il n'y a pas de doute que tu es hypersensible, il n'y a pas de doute que tu sois phylocognitif. Après, sur le plan cérébral, il y a un système qui s'appelle un système cérébral qui s'appelle le système de Science, dont quelques études nous disent que ce système de Science est plus actif chez les phylocognitifs, ce qui veut dire qu'en fait, tu vas avoir une sensibilité aux émotions et aux sensations qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur qui va être plus importante. Le système de Science, on est tous dotés d'un système de Science, mais donc chez les phylocognitifs, il est peut-être plus actif, il décharge davantage, comme on dirait chez nous. Donc voilà, savoir si tous les phylocognitifs sont des hypersensibles, voilà, pour l'instant la question est encore ouverte. En revanche, encore une fois, toi, il n'y a pas de doute que tu es à la fois hypersensible et à la fois phylocognitif. Donc, je pense que ce qui te fait souffrir comme un phylocognitif, c'est d'être confronté à la médiocrité. Je crois que... Non ? Pardon. Non, oui. Évidemment. C'était juste pour dire non, en fait. Non, mais au-delà de la médiocrité, non, ce qui me fait souffrir, c'est l'absurdité, le non-sens, à quoi ça sert, l'inutilité féroce de la vie, c'est ça qui me fait le plus souffrir. Le plus, c'est ça ? Ah ouais. Et en deuxième, peut-être la médiocrité. Ben oui, je te dis, tu as entièrement raison, la médiocrité, mais le pinacle de ma souffrance, c'est ça, c'est certain. Tu peux raconter par exemple, on a tous des exemples de médiocrité qui nous font bondir, pas seulement les phylocognitifs, mais voir quel est toi ton taux de sensibilité à la médiocrité. Est-ce qu'il y a un exemple dans le quotidien, une chose que tu aurais vécue ces derniers jours par exemple et qui te fait souffrir particulièrement? Non, j'ai aucun exemple qui me vient comme ça maintenant, mais oui, on le constate. Tu as dû le constater 1000 fois dans ta vie, tout le monde le constate. Tout le monde ne le constate pas, malheureusement, mais que les hommes se contentent du moyen, ils font les choses moyennement, il n'y a jamais la volonté de servir, de respecter, ne serait-ce que de respecter déjà son travail avant même de respecter l'autre. Et bien faire son travail, bien servir, c'est une manière d'aimer, c'est une manière d'être aimé. Donc je formalise une idée maintenant à laquelle je n'ai jamais pensé. Peut-être que les gens n'ont plus la volonté. J'ai l'impression déjà que cette situation s'aggrave de jour en jour. Peut-être que les gens n'ont plus la volonté d'aimer ni d'être aimé. Et oui, le moyen est désolant, insupportable, c'est très pénible. Ouais, je pense pas que les gens n'aient plus la volonté d'aimer ni d'être aimé. Je crois que c'est toujours, même peut-être encore plus fort, si on doit dire plus ou moins que ça l'a jamais été, le besoin d'aimer, d'être aimé. Mais je crois que, en fait, le gros problème, c'est qu'on a envie d'être aimé sans contrepartie. C'est-à-dire... sans effort, tu veux dire ? Non, je veux dire vraiment sans contrepartie. C'est-à-dire que de ne rien avoir à donner
être aimé juste pour soi-même, être aimé juste parce qu'on est quelqu'un et que quelqu'un d'autre aurait décidé de nous aimer. Il faut qu'il ait décidé de nous aimer, pas parce qu'on est beau, pas parce qu'on est philo-cognitif, pas parce qu'on est riche, pas pour aucune raison particulière. On dit souvent, tu entends des gens dire mais je voudrais que tu m'aimes pour moi, comme si c'est pas idiot. Il y avait une sorte d'absolu, de moi absolu, d'être absolu, et ce qui n'existe évidemment pas. On parlait de mes souffrances, à vrai dire, on s'en fout, mais... Moi, je m'en fous pas vraiment. Moi, je trouve que c'est intéressant, tes souffrances. Les souffrances n'intéressent aucunement les personnes qui regarderont cette petite vidéo. Je suis sûre qu'elle s'y intéresse. Le principe de la souffrance est plus intéressant. Le concept est plus intéressant que ma souffrance, c'est ça que je veux dire. Je sais que tu as souffert, toi, mais pas du tout de la même manière que moi. En tant que philo-cognitive ou ouais, enfin, moi je suis ton exact opposé au niveau de la personnalité, donc je suis ultra extravertie là où tu es ultra introvertie, donc moi vraiment ce dont j'ai souffert c'est beaucoup de mon extraversion et beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'existe pas par ailleurs, c'est que moi j'ai souffert de trop de confiance en moi, d'une grosse confiance en moi. Moi, à l'école, je la ramenais tout le temps, je posais tout le temps des tonnes de questions. Il n'y avait pas un cours où je ne levais pas 10 fois la main, j'exagère à peine. Donc j'avais besoin de comprendre, etc. Puis j'avais pas, comment dire, je sentais pas du tout que j'avais une place, contrairement à toi, bizarrement, que j'avais une place dans ce monde, quoi. Toi, tu as ta place naturellement dans ce monde. Non mais attends, tu te sens pas, toi, comme étant de ce monde, mais tout le monde te donne ta place. On s'est souvent posé la question de pourquoi, naturellement, quand tu arrives quelque part, voilà, tu es là et on te compte et voilà, tu as peut-être cette aura que je n'ai pas, je sais pas, mais en tout cas, tu as ce truc-là. Et ce qui fait que tu n'as jamais eu à jouer des coudes. Moi, j'ai eu à jouer des coudes tout le temps pour être là, pour qu'on me voit, pour aller capter la lumière. Et donc, ça m'a permis de... donc toi, ça c'est vraiment un truc de philo-cognitif. Toi, tu es un philo-cognitif avec une assez bonne, même si je suis sûre que tu vas me dire non, estime de toi-même. Ah ouais, ok. Et plutôt une réserve, c'est pas un manque de confiance, tu manques pas de confiance en toi du tout, mais t'as plutôt envie d'être dans l'ombre, de te retirer, de pas être vue. Je sais que là, tu fais cet exercice-là vraiment pour me faire plaisir, mais c'est pas naturellement ce que tu aimerais faire. Alors que moi, c'est l'inverse. J'ai plutôt, au départ, une estime de moi assez chutée. Et justement, pour pouvoir compenser ce manque d'estime et pour pouvoir aussi faire ma place, parce que naturellement on avait plutôt envie de me la retirer, ma place, que de me la donner, alors j'ai dû jouer des coudes et gagner en confiance en moi. Donc évidemment c'était un peu too much et j'apprenais beaucoup. J'étais une élève assez sage, assez modèle, etc. Mais quand même il fallait qu'on me remarque, quoi. Et donc j'ai jamais, je pense, ou peut-être quelques-uns, mais vraiment agacé les profs, mais je sentais quand même qu'il y avait un moment où il fallait que je me taise, voilà. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de philocognition, mais j'ai pas expliqué ce que c'était que la philocognition. En fait, la philocognition, ce sont ces personnes qui ont de grandes capacités de raisonnement, en fait, dont le raisonnement est la botte secrète. Et donc,
Merci. Et donc, ce sont des personnes qui vont se poser des questions toute la... Ouais, mais non. D'accord que le bruit est bien. On se posait des questions. Oui, là, quand même. Donc, ce sont des personnes qui raisonnent plutôt mieux que la plupart de leurs congénères, qui ont de grandes capacités de raisonnement et qui, par ailleurs, se posent des questions toute la journée, qui ont besoin de réfléchir le monde en permanence, qui se posent des questions même sur des choses sur lesquelles les personnes en général ne se posent pas de questions. J'ai un ami tout à l'heure qui m'a envoyé, qui est un ultra philo-cognitif et qui m'a envoyé la photo d'une couverture de People avec Meghan et Harry, et où on voit Meghan qui se tient hyper droite, habillée en blanc, hyper solaire et forte, et puis Harry qui est derrière, qui est comme ça avec sa tête presque sur ses épaules, enfin qui est appuyé comme ça derrière, et lui habillé en noir. Et donc on a vraiment l'impression je pense que n'importe qui ne le remarque pas, quoi, mais je pense pour un philo-cognitif, on a eu, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais au minimum une dizaine d'échanges à se dire, mais est-ce que tu penses qu'ils se sont rendus compte des choses? Mais moi je pense qu'ils ont pensé les choses comme ça, qu'ils se sont dit ceci, cela, que ça avait l'air super bien parce que Meghan passait pour quelqu'un de fort et c'était un couple fort, etc. Mais donc vraiment, c'est des prises de tête qu'aiment les philo-cognitifs, alors que la plupart des gens voient une image comme ça et ne vont pas se poser plus de questions que ça. Mais là, nous, on était vraiment plutôt sidérés en disant, mais voilà, comment c'est possible que personne n'ait pensé à... Et puis, c'est vrai que dans le quotidien aussi, il y a des... Je me souviens, je t'avais raconté qu'il n'y a pas longtemps, j'ai emmené notre fille... notre fille, comme si notre fille Rose, je l'ai emmenée chez l'orthodontiste et donc on a l'habitude d'y aller puisqu'on y va assez régulièrement et qu'on nous connaît. Puis là on est arrivé, c'était au début de l'année scolaire, donc on va la reprise un petit peu des habitudes. Et puis on arrive à l'accueil et il y avait une dame devant nous qui était vraiment sur un processus assez long à l'accueil parce que elle devait payer plusieurs séances ou je sais pas quoi. Et donc on attend 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et puis au bout de 10 minutes, vu qu'on était arrivé à l'heure et que j'avais vu en plus l'orthodontiste passer, je dis à la dame, est-ce qu'on, voilà, je suis Madame Paganetti, est-ce qu'on peut, pour Rose, aller dans la salle d'attente? Et là, la dame qui m'avait vue, en fait, ça fait ces 5-10 minutes, la dame me dit « Ah, bah maintenant, il y a une borne à l'entrée, vous pouvez vous enregistrer. » Et donc, voilà, on a fait ça en 2 secondes et c'était fait. Et on a eu notre rendez-vous tout de suite. Mais du coup, j'ai dit à Rose vraiment que c'est dans des petites situations comme ça qu'on peut voir on peut avoir, c'est vraiment ça, de la suite dans les idées ou pas. La dame était gentille comme tout, c'était pas le problème, mais je pense que globalement elle fait bien son travail, mais de pas avoir eu l'idée de voir des gens qui attendent, en plus elle nous connaissait, de savoir exactement pourquoi on est là et de pas nous dire dès le départ il faut aller à la borne sans que j'aie à lui demander. C'est vraiment, enfin pour moi c'est... Ouais, voilà. Mais ce qui n'empêche que voilà, pour moi, c'est un truc où je me dis, mais voilà, quelque part, c'est notre force à nous, donc tant mieux finalement si on est différent et si on peut avoir une pensée qui va résonner mieux. Mais ça fait souffrir aussi de voir que ça ne s'applique pas comme ça correctement au quotidien, quoi. Bon, alors toi, est-ce qu'il y a des éléments positifs à ta philo-cognition, ta pensée magnifique?
J'ai du mal à faire la liaison entre phylocognition et sensibilité. Je sais d'ailleurs pas pourquoi on n'a jamais parlé de ça, mais je vais répondre sur la sensibilité. Je vais pas répondre, ce sera pas peut-être la réponse que tu souhaitais entendre. Ouais, la sensibilité fait extrêmement souffrir, je l'ai dit tout à l'heure, mais ouais, j'ai des joies magnifiques. J'ai l'impression de comprendre mieux que beaucoup. J'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup la peinture, j'aime beaucoup la littérature, donc j'ai l'impression de toucher à l'intime d'un créateur beaucoup plus facilement, et ça me procurerait des grandes joies. J'ai l'impression de mieux comprendre les choses. C'est peut-être totalement, c'est d'ailleurs pas peut-être, probablement totalement illusoire et inutile, mais oui, ça m'a valu des grandes émotions devant des œuvres d'art, des grandes émotions devant des paysages. Encore une fois, là, j'ai pas mal de souvenirs, mais c'était des moments de solitude dans des déserts, au bord de la mer. C'est des sorties du monde, voilà. Je préfère vivre ma vie hors le monde que dans le monde. Donc, est-ce que c'est la sensibilité? Est-ce que c'est la phylocognition? Je suis bien incapable de te répondre. Mais ma vie est bien plus agréable, loin des hommes. Je sais pas si je peux raconter cette anecdote, tu me diras si on la garde ou pas, mais c'était à New York. Quel musée on est allé voir où il y avait Picasso et Braque? Si tu racontes correctement. Ouais. C'était quel musée? MoMA. Voilà, donc on était au MoMA et donc tu m'expliques très souvent l'art que je connais 1 milliard de fois moins bien que toi. Et donc là, c'était, je crois, les Demoiselles d'Avignon, il me semble. Et donc tu m'expliquais que Braque et Picasso avaient co-construit l'œuvre. Ah non. Non, pas du tout. Bah, tu vois, j'ai rien compris. Tu m'expliques le cubisme, en tout cas. Ok, ça je l'ai, ça. Donc, en tout cas, on était devant les Demoiselles d'Avignon. Et pendant que tu m'expliquais, tu as fondu en larmes de beauté des choses. Je suis sur le point de recommencer en y repensant. C'est mal raconté, c'était nul. Alors? En effet, je t'ai expliqué le cubisme et la collaboration de Picasso et Braque. Après, en effet, on a vu les Demoiselles d'Avignon que j'avais déjà vues, mais je sais pas pourquoi ce jour-là, ça m'a particulièrement marqué. Mais c'est pas ça qui m'a fait pleurer, parce qu'après. C'est que t'étais avec moi. C'est que c'était un moment de bonheur tellement intense. Mais ça faisait, évidemment, ça faisait partie du truc. C'est qu'après, je m'en suis retourné, il n'y avait que de la beauté. Que de la beauté, mais que du top, de l'excellence. Il y avait Picasso, il y avait Gauguin, il y avait Van Gogh, tout était beau, tout était merveilleux. Et c'est que des choses que... C'est drôle, j'y ai pensé hier ou avant-hier. Pas de regret particulier dans ma vie, j'en ai même aucun, je vois pas bien à quoi ça sert, mais... J'aime bien voir notre fils ou d'autres personnes jouer du piano, et souvent je me suis dit putain, c'était quand même pas compliqué d'apprendre le piano, au moins pour m'amuser, mais en fait je m'en fous. Il y a un truc que j'aurais bien aimé faire, c'est peindre, et j'en suis évidemment totalement incapable, donc voilà, c'est la beauté, être face à la beauté et à l'excellence, être seul face à la beauté et à l'excellence, loin des hommes. Tu me répondras que ce sont des hommes qui ont fait cette beauté. Donc oui, ça m'émeut au suprême. Et est-ce que pleurer devant une toile, c'est agréable? J'en sais rien, mais ouais, c'est des sentiments que j'aime bien. Enfin, des feelings que j'aime bien. Donc c'est de la sensibilité, il n'y a pas de doute. Est-ce que c'est de la phylocognition? Je ne sais pas. Après, la phylocognition, on a besoin de comprendre, de savoir les mécanismes, encore une fois, de manière solitaire, partir dans un livre, tout comprendre, les arcanes, les tenants et les aboutissants. Ouais, ça, j'ai des souvenirs de lecture exceptionnels, bien sûr.
De l'histoire, pardon. Là, j'aime par ailleurs beaucoup l'histoire. Comprendre pourquoi telle personne a fait ça à tel moment. Alors, en effet, tu prenais l'exemple tout à l'heure de je sais pas quelle connasse, l'orthodontiste, je sais pas où. Peut-être que parfois on te... Je me trompe probablement, j'en sais rien. Peut-être que les gens se contentent d'une situation, on leur dit, je dis n'importe quoi, en 1942, pendant la guerre, il s'est passé ça, les gens le prennent comme une vérité. Moi, j'ai envie tout le temps d'aller acheter plein de livres, des livres contradictoires, comprendre pourquoi Dupont a fait ceci, Martin a répondu, machin pour... Ça, c'est de la philocognition pour le coup. Et oui, de comprendre les déroulés, les mécanismes, les causes et les conséquences, ça me passionne. Non, ça me passionne pas parce que c'est mon naturel, mais ça m'a valu des bons moments d'enquête. Oui, en fait, c'est ça. C'est que je pense que philocognition égale goût pour l'excellence. Je crois qu'il y a cette idée tu as raison, d'aller, de vouloir pousser le sujet plus loin, un sujet qui nous intéresse, parce que... Pardon, je te coupe, c'est évidemment toi la spécialiste, je ferme ma gueule, mais non, je n'ai pas l'impression... Tu fermes pas ta gueule, en fait. Je fermerai ma gueule devant tes arguments. Je n'ai pas l'impression que la philocognition s'accompagne d'un goût de l'excellence. Dans le domaine qui est cher à la personne philocognitive. Je pense qu'un physicien philocognitif va chercher l'excellence dans son domaine et justement ne pas se contenter de ce qu'il a appris tranquillou milou à l'école, quoi. Donc en ça, je crois qu'il y a vraiment une quête d'aller voir plus loin. Et aller voir plus loin, pour moi, c'est une quête d'excellence. C'est une quête de ne pas s'arrêter aux évidences s'il y a quelqu'un qui est, je sais pas, le meilleur des meilleurs en histoire, qui lui a cherché le mieux, ben, toi, tu veux connaître le mieux de ce qui se sait sur Napoléon, sur je ne sais quel personnage historique. Donc en ça, je pense que la philocognition va avec l'excellence très souvent. D'accord. Enfin, tu peux continuer à ne pas être d'accord. Hein, mais... Non, je suis d'accord. Après, si on revient aux souffrances, qui malgré les petits plaisirs que j'ai évoqués, est quand même la souffrance. Chez moi, largement supérieur au plaisir. Tu l'évoques comme un super pouvoir. Je voudrais pas que les gens croient qu'il y a comment dirais-je, supériorité. Voilà, de la supériorité. Moi, je le prends vraiment à l'inverse. La souffrance est largement supérieure au plaisir, très très largement. Pardon, je peux te couper la parole, mon cher. Je pense que c'est super important, justement, de développer l'idée de la supériorité, enfin d'en parler, quoi. Parce que, en fait, je trouve que dans notre milieu de la philocognition, tous ceux qui parlent de philocognition, potentiel, surdoué, zèbre, précoce, etc., on tourne tout le temps autour du pot en disant mais c'est pas une supériorité, il faut pas se montrer supérieur, se sentir supérieur, c'est juste une capacité comme une autre. Enfin, la plupart du temps ils disent pas une capacité, ils disent que c'est de l'intelligence, avec quoi je suis pas d'accord, mais voilà. Et il y a toujours ce truc que je trouve très politiquement correct et très bien pensant, mais je sais que c'est pas ton cas, mais en tout cas je pense que c'est important de le préciser, de pas se dire qu'on est supérieur quand on est philocognitif. Ah non, je le pense pas. Non, vraiment. Alors peut-être que fausse modestie, j'en ai rien à foutre. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, je l'ai jamais pris vraiment comme une supériorité. Alors si je parle avec quelqu'un que je juge débile avec les idées courtes, je me sentirais supérieur, évidemment. Mais si je parle avec un non-philocognitif qui a des capacités dans d'autres domaines supérieurs aux miennes, je ne me sentirais pas supérieur. Ce qui, selon moi, est à défendre, pas tant la supériorité ou la lutte des classes.
rien à foutre. C'est le respect de la différence, de l'unicité, de l'entité. Et j'allais y venir, et ça me paraît être un bon sujet de discussion qui pourrait intéresser beaucoup d'enfants et de parents. Autre chose qui m'a fait souffrir à l'école, ouais, voilà, j'écoutais rien, moi je regardais par la fenêtre ou je faisais des dessins j'étais pas un bon élève, enfin, ni mauvais, j'étais moyen, sans intérêt, mais voilà, je rentrais pas dans le cadre et j'étais pourtant un élève comme un autre et pourquoi j'étais pas respecté en tant que mec différent. J'imagine qu'il y a plein de gamins aujourd'hui qui souffrent, qu'il y a plein de parents qui ne savent pas comment gérer ça, qu'il y a plein de professeurs qui ne savent pas comment gérer cette situation. Et on a une éducation nationale qui est pathétique, avec un niveau scolaire dramatique, avec un abêtissement, je ne sais pas si c'est français, qui croît chaque matin. Donc voilà, si on veut faire de tous les enfants... si on veut les élever ou éduquer selon une norme définie, bah ouais, non, ouais. Vivement la météorite qui explose la planète. Donc voilà, pas de supériorité, je m'en fous. Enfin, c'est pas comme ça que j'imagine le truc. Mais ouais, Ouais. Tu vois, tu dis pas de supériorité, je m'en fous, puis après on viendra à l'école, qui est quand même, c'est vrai, un sujet plus intéressant que la supériorité ou non-supériorité du philo-cognitif, mais c'est quand même un sujet, je trouve. Si tu dis la vérité comme moi, c'est factuel que de dire qu'un philo-cognitif, sur le plan du raisonnement, ah oui, bien il est sûr, supérieur aux autres. Sur le plan du raisonnement. Mais... Voilà, comme quelqu'un qui a des capacités émotionnelles, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle est supérieure aux autres sur le plan émotionnel, comme quelqu'un qui a des capacités athlétiques est supérieur sur le plan athlétique. Donc il y a bien une supériorité. On la nie, alors on dit c'est juste qu'au niveau du raisonnement, il se situe dans tel machin. Mais elle existe, cette supériorité. Pardonne-moi, et tu la sens. Bien sûr, tu sens bien. Tu as du mal t'exprimer ou j'ai du mal entendre ou on n'a pas évoqué tout simplement. Je ne crois pas que tu aies parlé de supériorité. Tu as posé la supériorité d'une manière globale. Je suis d'une classe supérieure parce que je suis philo-cognitif. Ah bah ça non, voilà. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'allais ajouter. Ouais. Ça ne fait pas de nous des gens supérieurs en général. C'est juste que dans la capacité de raisonnement, oui, c'est ce qui fait même la définition de la philo-cognitif. Si tu me dis un philo-cognitif est supérieur dans le domaine de la pensée à un non-philo-cognitif, bah, évidemment, c'est factuel, hein. Bien sûr. J'ai même, moi, été attaquée parfois sur les réseaux sociaux en disant ça, en disant, tu vois, c'est rigolo parce que j'ai dit plusieurs fois, je pense globalement mieux que les autres. C'est exactement la même chose que de dire je suis philo-cognitif ou quand d'autres disent je suis HPI ou je suis zèbre ou je suis... Mais de dire, de donner la définition de la philo-cognition ou de la zébritude ou du HPI, tout de suite, ça donne ce côté prétentieux. Or, c'est ça, en fait, je crois qu'il faut le dire, quoi. C'est ça, la philo-cognition, c'est d'avoir un raisonnement qui est globalement meilleur que celui de ses voisins, quoi. Donc, oui, je pense globalement mieux que les autres. Entièrement d'accord. Donc, et toi, toi, bien mieux, extraordinairement mieux. Oui, pour ce qui est de l'école, je pense que, par exemple, Victor, notre fils qui maintenant a 20 ans, il n'est pas allé à l'école depuis qu'il a 9 ans. Il avait sauté 2 classes avant, il a sauté le CP et le CM2 de mémoire. Et en fait, donc, il jouait au tennis. Il jouait au tennis très très bien déjà à l'époque. Et donc, il nous a demandé d'être déscolarisé, ce qui nous allait très très bien, d'être scolarisé à la maison plutôt, pour son entrée en 6e, donc c'était à 9 ans, quoi. Et en fait, je sais pas si tu te souviens, mais ça a été... on a pris la décision très vite, mais quand même, pendant des années, on s'est posé la question de savoir si c'était bien ou pas. Et ce qu'on voyait de super, c'était qu'il développait un esprit
n'avait rien à voir avec celui des autres. Et encore aujourd'hui, c'est vrai qu'il a, il n'a pas été formaté avec le système scolaire. Et quand on voit Rose, il y a d'autres parents qui vont, je sais pas, qui est au collège en 4e maintenant, bon, il y a d'autres parents qui vont plutôt, je sais pas, regarder chez leur enfant le fait qu'il soit bien sage, qu'il soit, qu'il travaille bien. Bon, nous on n'a pas de problème avec elle travaillant, elle a sauté une classe aussi, mais enfin moi, en tout cas, ce qui me préoccupe davantage, c'est qu'elle développe un esprit qui soit particulier, quoi. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où je ne le dis pas, mais cherche pas à faire comme les autres, essaye il faut que toi tu inventes ton truc à toi, sans vouloir non plus la caricaturer, mais en tout cas, quand je la trouve justement trop sage et trop policée, je me dis que c'est du gâchis de sa pensée particulière, quoi. Et que, ouais, l'école, tu as raison, fait ce truc-là, crée des bons petits soldats. Et nous, les phylocognitifs, c'est notre force, la pensée. Et pourtant, on sort de l'école en ayant un schmurt formaté et complètement insipide, quoi. Et on n'a plus le droit de décocher des flèches avec notre pensée. Notre pensée, c'est devenu juste un outil de masse où on doit juste valider que, je sais pas, que la guerre c'est pas bien, que, tout ce qui est, il y a une sorte de doxa ambiante que moi j'appelle humaniste, mais qui nous dit ce qui est bien, pas bien. Et nous, en tout cas moi en tant qu'intellectuelle, donc phylocognitive, mais qui est fait de ma pensée mon métier, et ben je me dis que tout ce que le système attend de moi, c'est pas que je présente des pensées qui soient ultra différentes, et mes pensées à moi est vraiment quelque chose qui apporte une vision nouvelle. Ce que le système humaniste attend de moi, c'est que seulement j'utilise mon docteur pour valider la pensée ambiante, que le stress post-traumatique, ou que vivre un événement difficile, ça va créer du stress post-traumatique et c'est pas bien, qu'il faut protéger les personnes vulnérables et pas et les mettre en avant, etc., etc. Il y a plusieurs choses à répondre. J'ai le privilège de ne pas du tout être inquiet pour mes enfants. Je le suis beaucoup plus pour les... À vrai dire, je m'en fous vraiment. Mais mon inquiétude se porterait beaucoup plus sur les enfants français scolarisés aujourd'hui. Tu dis je m'en fous vraiment, tu t'en fous vraiment de nos enfants? Non, des petits... des enfants français. Ah. Mon inquiétude se porterait plus sur ces enfants qui feront le monde de demain. Et tu disais, expliquer à Rose, ne sois pas sage, sois différente, assume ta différence. C'est ce qu'un professeur devrait dire à un phylocognitif à l'école, ce que moi je n'ai jamais entendu. Donc voilà. Et après, on veut mettre tout le monde dans un moule, ce qui me paraît être une erreur contradictoire, une voie contradictoire à la vie même, au principe de vie même. C'est stupide. Ça me semble être parfaitement stupide. Et après, il y a le problème de la verticalité et de l'horizontalité. Et aujourd'hui, il faut ranger tout le monde pour que le niveau horizontal ne fasse pas trop de vagues. Et je préférais qu'on se serve des verticaux pour élever les horizontaux, c'est tout. Et évidemment, depuis bon nombre d'années, ça marche autrement. Je peux raconter... J'y ai repensé très récemment, je sais pas pourquoi, mais... Non, j'avais raconté le truc de mon bac, mais on s'en fout. Quand j'ai eu la... Ouais, je me souviens. C'est pas intéressant. Ah ok. Si, c'est intéressant. Si tu veux que je le raconte, mais je le raconterai pas bien, moi. J'étais vraiment un élève moyen.
introverti, rêveur, pas du tout travailleur. Je m'en sortais vaguement avec des 10 et des 11 à l'école. Et le jour du bac, j'ai eu de la chance, j'ai eu la meilleure note de toutes les terminales de l'école. T'as pas eu de chance. T'as eu la meilleure moyenne de toutes les terminales de l'école. Un peu de chance. Dont moi. Et j'ai passé mon bac avec 2 filles très très mignonnes. Et quand on était les 3 seuls à passer le bac au lycée Albert Camus d'ailleurs, et nous sommes revenus dans notre lycée pour annoncer les résultats à la directrice. Et quand je me suis bien gardé de lui dire que j'avais eu telle note, mais charmante jeune fille, c'était Julie qui a dit à la directrice, vous savez, Julien, il a eu tant, c'est la meilleure note meilleure moyenne de toutes les terminales. Et la directrice, sur le coup, ça m'a pas trop marqué, mais rétrospectivement, c'est incroyable. M'a démonté la tête en me disant que c'était pas normal qu'un glandeur comme moi, que j'humiliais l'autre très jolie fille qui était pas du tout philo-cognitive. Elle avait d'autres qualités. Oui, c'est vrai. Voilà, que c'était anormal, donc je m'étais fait engueuler, pire que ça, parce que j'avais rapporté la meilleure moyenne de toutes les terminales de mon lycée. Voilà, et ça c'était il y a 30 ans. J'ose pas imaginer ce que ça doit être aujourd'hui. Et ça promet un avenir pas super sexy à mon avis. En même temps, c'est triste et révoltant, et en même temps, c'est assez encourageant. Enfin, pour l'époque, et tu dis, j'ose pas imaginer ce que ça serait aujourd'hui, mais en fait, peut-être qu'aujourd'hui, ça serait pire, mais pas dans le sens que tu crois. C'est-à-dire, peut-être qu'aujourd'hui, une directrice t'aurait dit, ah, c'est bien, bravo Julien, et tout ça, mais parce que il n'y a plus mon bon monsieur aujourd'hui le goût de l'effort. Et que donc cette dame finalement c'est aussi assez positif qu'elle t'ait dit c'est honteux parce que en fait des gens qui bossent à fond eux n'ont pas de boulot, enfin n'ont pas de bonnes notes parce que elle valorise l'effort qui aujourd'hui n'est pas du tout valorisé. En même temps, ce qui est déplorable, c'est de pas voir ce qu'il y a de merveilleux chez l'autre, que ce soit pour l'un le travail et pour l'autre le fait d'y être allé comme ça au talent. Et en plus, on sait, toi et moi, que tu n'y es pas allé au talent comme ça, que par exemple pour ta copie d'histoire, il se trouve que c'était un hasard, enfin c'était un hasard oui et non, mais en tout cas t'es resté devant une émission d'histoire toute la nuit et c'est bien parce que t'es philo-cognitif et que ça t'intéresse et le lendemain il se trouve que le sujet d'histoire était là-dessus, donc mais t'aurais pas été intéressé par l'histoire et t'aurais pas retenu justement ce qu'il y avait dans cette émission, ça n'aurait pas fonctionné, donc c'est pas on ne peut pas dire que ce soit la chance, quoi. Et comme dans toutes les autres matières, je veux dire, dans toutes les matières, tu avais eu des bonnes notes. Jamais cru à la chance, évidemment. Il y a eu une grande part de réussite, tu le sais très bien. Mais tout ça n'est pas hyper intéressant, ce qui est... C'est sympa que tu nous dises à chaque fois ce qui est intéressant ou pas, comme ça les gens peuvent savoir. Je me rends compte en parlant que je ne m'intéresse pas du tout, mais je ne m'auto-intéresse pas du tout. Oui, on peut rebondir sur ce que les professeurs ne font pas, ne font plus, n'ont peut-être jamais fait, de reconnaître la différence, d'assumer la différence, de cultiver la différence. T'as pas envie Est-ce que tu penses qu'on l'a bien fait, nous, avec Roger Je crois, j'en suis même persuadé. Enfin, oui, pour moi, c'est... ouais, je crois. Alors, après, j'ai un goût un peu... non pas stupide pour la provocation, donc j'aime bien, mais je pense que
mon goût de la provocation est une révolte je trouve pas le mot, à l'uniformisation de la pensée. J'ai souvent envie de secouer, quoi. J'ai même envie de dire des choses fausses pour montrer qu'on n'est pas obligé de penser. Donc ouais, je crois qu'avec... Oui, mais en fait, moi c'est un truc qui m'étonne toujours, c'est que, tu vois, venant de toi, je sais que tu as une pensée vraiment particulière. Je comprends quand tu dis je suis révoltée contre l'uniformisation de la pensée. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que tout le monde se dit ça. Même des gens qui ont une pensée ultra uniforme, ultra grégaire, enfin tout le monde. Je suis sûre que si tu faisais un sondage dans la rue, est-ce que vous êtes pour ou contre l'uniformisation de la pensée, tout le monde te dirait je suis contre. Parce que tout le monde sont comme la connasse d'orthodontiste. Il faut aussi une certaine forme de recul, d'autocritique, de prise de hauteur, d'auto-analyse. Oui, mais qui te dit que tu l'as? Tu vois, moi je sais que tu l'as. Le miroir des autres me prouve que... Et puis même, c'est un travail, quoi. Enfin, je suis désolé, ça nous est arrivé hier soir au dîner, j'ai dit des choses que je pensais pas, que pour contredire pour la dame qui était en face de nous, qui disait, selon moi, un truc même pas binaire. Voilà, je sais que j'ai dit des choses que pour la secouer, pour la sortir de sa rôle, j'y suis pas arrivé. Et puis oui, le miroir des autres tous les jours me prouve que j'essaye de jouer de ça, souvent très mal, parfois correctement. Revenons à nos enfants. Oui, je crois qu'on a toujours fait en sorte que... Moi, je suis empli d'admiration pour des dizaines d'hommes et quelques femmes. Des artistes, des grands hommes de l'histoire, des peintres, etc. Et qu'est-ce qui me plaît chez eux, c'est qu'ils sont uniques et je crois qu'on l'a toujours bien transmis. On a permis à nos enfants de reconnaître tel ou tel personnage qui était hors du commun. Mais est-ce que tu penses que c'est typique de la philocognition? Enfin, pour nous, chez nous, et est-ce que tu penses que chez nos enfants, on développe bien justement leur philocognition? Est-ce qu'on Oui, je crois, parce que je refais le parallèle avec le professeur d'école qui m'avait engueulé parce que je regardais par la fenêtre. Et je pensais forcément à des trucs formidables. Et il me demandait de revenir dans la masse. Est-ce que les nuages dans le ciel étaient inférieurs à la masse de son cours? Je crois pas. Donc oui, je crois qu'on l'a bien fait parce qu'on leur permet de regarder les nuages. Après, il y a plein de choses qu'on a probablement mal faites par ailleurs. J'ai un truc qui trotte dans ma tête, mais je serais vraiment incapable de le retrouver. Il y a quelques jours, j'ai entendu des parents je sais plus qui c'était, qui parlaient de l'éducation qu'ils donnaient à leurs enfants. Je cherche dans ma tête en même temps que je parle, mais des gens totalement différents de moi, pas philocognitifs, très pragmatiques, très factuels, très premier degré. Et je me disais que ce qu'ils faisaient était formidable et qu'ils avaient donné des top valeurs à leurs enfants. Alors ils ne leur ont pas donné le pouvoir de la différence, ils ne leur ont pas donné le pouvoir de la créativité. Il y a plein de choses qui vont leur manquer. Il manquera probablement plein de choses à nos enfants dont on n'est nous-mêmes pas maîtres dans nos vies. Mais oui, pour répondre à ta question, oui, je crois qu'on a... Et par exemple, est-ce que tu penses qu'on est enfin, je sais que la réponse est non de toute façon, de ce genre de parents qui, disons, comme l'immense majorité des parents, l'essentiel, c'est qu'ils soient heureux ou qu'elles soient heureuses. Non, je crois qu'on est... On a déjà parlé tous les deux. Enfin, c'est au-delà du surréalisme, le bonheur. Enfin, ça rentre pas dans mes conceptions, ça n'existe pas, c'est une chimère, ça n'a aucun intérêt. Jamais dans ma vie je réfléchis
par le bonheur. Et je crois que tu seras d'accord avec moi. Et là, chercher le bonheur, c'est... J'ai l'impression que les gens oublient qu'ils vont mourir. Enfin, tout simplement, on va mourir demain matin, après-demain matin, peut-être tout à l'heure. On va mourir, c'est sûr qu'on va mourir. Je préfère l'action à la pseudo-quiétude du bonheur, mais je crois que tu partages mon avis. Tu sauras probablement mieux l'expliquer que moi. Oui, vraiment, je pense que pour nos enfants, toi comme moi, je crois, enfin, pour moi, on est conscient mais d'autres qui ne sont pas d'accord diraient que c'est pas avoir conscience, c'est avoir une opinion différente. À mon sens, on est conscient que le bonheur ne peut pas être une quête. Qu'en fait, le bonheur, c'est juste un repos. C'est juste le moment ou un moment éphémère, mais que à partir du moment où on va chercher le bonheur, on cherche la quiétude, quoi. Ouais, Pardon, je vais même plus loin. Le bonheur est un concept, ça n'existe pas. En plus. Ça n'existe pas. Tu peux avoir du plaisir éphémère, tu peux avoir de la satisfaction d'avoir accompli quelque chose ou d'avoir 3 minutes de paradis en regardant la beauté de tes enfants ou en écoutant le bruit des vagues ou en regardant Picasso. Mais ça, pour moi, le bonheur est un concept foireux. Oui, complètement. Parfois, quand des gens me disent ça, l'essentiel, c'est qu'il soit heureux, mon enfant. Et je dis, ah d'accord, et donc il a quel âge là? Je sais pas, 15 ans. Ah ouais. Et donc si à 35 ans, il vivait encore chez toi et n'avait pas de travail, pas de copine, personne dans sa vie, pas construit une famille, rien. Mais s'il disait qu'il était heureux, alors tu serais OK avec ça? Ah ben non, là c'est pas pareil. Donc voilà, il y a toujours cette idée-là. Et donc c'est vrai que pour nos enfants, on ne fait pas en sorte qu'ils soient malheureux, on fait en sorte qu'ils trouvent du plaisir aux choses. Rose, notre fille, depuis la rentrée scolaire, elle a... Tous les matins, il n'y a presque pas eu un matin où elle m'a pas dit j'ai pas envie d'y aller, c'est trop nul l'école. Et du coup, j'ai dû lui expliquer que c'est elle qui était bête si elle le prenait comme ça, parce que c'était un moment où... évidemment, je ne vais pas donner l'exemple de son père qui pensait aussi que c'était nul l'école et qui rêvassait, mais en tout cas, je lui ai dit que je lui ai expliqué qu'elle allait sécréter beaucoup plus, produire beaucoup plus de dopamine si elle pensait qu'elle allait passer une chouette journée plutôt que si elle pensait qu'elle allait passer une journée pourrie. Donc déjà, rien que pour elle et pour sa santé, c'était bien mieux. Je lui ai expliqué le stoïcisme, le fait quand il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, tu fais en sorte de les accepter et d'en tirer le meilleur parti. Et du coup, je dis que c'est elle qui était, pour reprendre tes termes, et je lui ai dit exactement ça. Je lui ai dit, mais c'est toi qui es conne si tu passes une journée entière à avoir des profs qui viennent pour t'enseigner un truc et que tu n'es pas capable de retirer quelque chose de cet enseignement, quoi, et d'en prendre quelque chose. Une petite nuance, vas-y, regarde par la fenêtre, regarde les nuages, fais des dessins. Ouais. Non, je partais dans un truc. C'est ça, c'est que je m'en fiche en fait qu'elle soit une super élève, hyper assidue, Totalement. C'est pas le problème, c'est que c'est au moins d'arriver à tirer quelque chose au moins un truc dans sa journée, qu'elle revienne pas juste en me disant ma copine elle a un nouveau sac, quoi. Et ça vraiment pour moi ce serait terrible. Il faut que cette misérable éducation nationale puisse donner, en fait, c'est quoi, tout ça, c'est quoi? C'est juste avoir un semblant d'identité en attendant la mort. Et on vit mieux sa vie, me semble-t-il, quand on
peut avoir un semblant d'identité ou de reconnaissance, enfin pas de carapace, tu sais ce que je veux dire, trouve-moi. Ouais, de personnalité, ouais, d'identité, ouais, c'est ça, en fait. de caractéristiques. Ok. Donc il faut que cette éducation nationale ait les capacités de rendre unique. Oui, c'est ça. D'aller chercher la différence plutôt que d'aller chercher l'homogénéité. Plutôt que de dire à l'artiste de l'école, au rêveur de l'école, au bon petit élève de l'école, soit comme fais pas trop de bruit parce que tu sais, le truc muche, il n'a pas tes capacités, oui, il pense pas comme toi, donc surtout ne va pas le blesser. Mais au contraire, va le blesser, va le déranger, va le remettre en question. Et s'il ne comprend pas, bah, qu'il crève, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que tu vois, ce que je suis obligée de faire avec Rose, de faire en sorte qu'elle arrive à tirer le meilleur parti du système scolaire, alors qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est chiant, quoi. Même les profs qui te donnent des cours, si tu leur poses la question, ils te disent qu'ils se sont emmerdés à l'école. Enfin, en fait, il n'y a personne tout le monde aura subi l'école. C'est quand même terrible, quoi, de se dire qu'on est tous passés par là, que tous les petits Français, nous à notre génération, et notre fille à sa génération, et les profs eux-mêmes à leur génération quand ils étaient jeunes, on s'est tous emmerdés pendant des heures à l'école. Et donc, pardon, et donc c'est quand même terrible. Tu as raison, en fait. C'est quand même terrible que je doive en être à expliquer à ma fille que ok, c'est l'horreur, ok, tu vas passer 8 heures à t'emmerder, eh ben, il faut que tu arrives à en tirer quelque chose de bien, plutôt que d'aller qu'elle aille dans un système. Et c'est possible, on a quand même les moyens, quoi. Si on met autant de moyens à faire en sorte que tout le monde soit aussi insipide et aseptisé, on doit pouvoir mettre les mêmes moyens pour avoir des flèches. Et des flèches dans le sens des gens extraordinaires, des gens... C'est vraiment terrible, ouais, pardon. Tu as raison, je crois pas... Enfin, je pense l'inverse de ce que je veux dire. J'allais dire que je ne crois pas qu'il y ait une fatalité, mais je n'ai aucun espoir en l'éducation nationale. Le pire est évidemment certain et ça ne s'améliorera jamais. C'est ce que je pense. Ceci étant, d'un point de vue philosophique, en effet, je ne crois pas qu'il y ait de fatalité. Qu'il puisse y avoir une fatalité. Et on est capable de changer les choses dans tout dans la vie. Pourquoi on ne serait pas capable de les changer, de les modifier dans l'éducation nationale? Moi, ça ne m'est pas arrivé personnellement. J'ai un micro-changement est arrivé avec un de mes profs de français, mais peu importe. Mais j'ai souvent entendu, on en parle souvent, les gens en parlent souvent. Le oui, prof, c'était Monsieur Petitbon. Ouais. C'est l'absence, on s'en fout. J'entends souvent on entend souvent des gens, ah, tel professeur, il m'a sauvé la vie, ou il me fascinait, j'ai appris tellement de choses, ou il y a plein de professeurs qui ont décidé de la carrière et de la passion de tel ou tel élève. Donc c'est bien que ces professeurs-là, ils ont eu un cœur différent, une approche différente, une capacité à reconnaître la différence ou à reconnaître un individu. Mais aujourd'hui, on veut reconnaître la masse, on veut que la masse ne fasse pas de bruit, on veut que la masse ne soit pas blessée, et le chemin me semble... Je n'ai pas raison de me plaindre, sinon je devrais être ministre de l'Éducation, mais oui, je crois que c'est un des plus gros budgets de l'État, après l'armée, si ce n'est le plus... 2-3 plus gros budgets de l'État, et on voit le crétinisme avancer plus vite qu'un tsunami, donc ouais, c'est révoltant, mais je pense dans l'absolu qu'il pourrait y avoir une voie. Bon, il y aurait plein de solutions, Pardon, je fais un aparté sur Serge Gainsbourg, qui était invité. Il a fait un album sur de la divagation, mais très rapide,
Il a fait un album sur les nazis. Il était juif, il a porté l'étoile jaune. Il a fait un album qui s'appelle Nazi Rock où il fait des chansons très drôles avec des rimes super bien travaillées sur Adolf Hitler et les SS. Dans une vidéo que j'ai vue hier, la présentatrice lui dit vous vous rendez compte que c'est quand même de super mauvais goût et que vous choquez tout le monde? Et pourquoi vous avez fait ça? Il lui répond admirablement. Moi j'ai porté l'étoile. Si c'est de mauvais goût, je trouve ça déjà très intéressant. Si je vous ai choqué, je trouve ça passionnant. Maintenant, ouvrons la discussion, on peut en parler. Voilà, et tu voulais quoi? Tu voulais qu'on n'en parle pas, qu'il se passe rien, brusquer, blesser, frotter, la friction, c'est la vie. Voilà, brûler un peu l'autre, et ben, il va se passer quelque chose. L'autre, il va se dire, ah bah non, il faut pas que je m'approche d'une flamme, parce que je suis prudent. Ou, ah ouais, j'ai pris un petit plaisir, ça permet la friction, elle permet de se situer. Donc, si elle permet de se situer, elle permet d'avoir une identité. Si elle permet d'avoir une identité, elle permet de mieux vivre sa vie. C'est con. Non, j'allais dire c'est con, mais non, c'est pas con. Non, c'est pas con.